Je vais te dire quelque chose d'honnête avant de commencer. Il y a des milliers de vidéos sur les routines matinales. Des gars qui se réveillent à 4h30, qui font de la méditation transcendantale, du yoga, de la musculation, qui lisent les stoïciens et qui cuisinent un petit déjeuner biologique tout en visualisant leur vie idéale, le tout avant 7h du matin. Ces personnes existent, je ne me les invente pas, et leurs vidéos font des millions de vues. Et elles donnent à tout le monde qui les regarde une impression très précise. L'impression que si tu ne fais pas tout ça, tu rates quelque chose d'essentiel. Que les gens qui réussissent ont tous cette discipline surhumaine. Que le secret de la productivité se trouve quelque part entre le réveil à 5 heures, le smoothie vert et le journal de gratitude calligraphié à la bougie. Et pendant des années, des millions de personnes ont regardé ces vidéos, se sont senties insuffisantes, ont essayé de reproduire ces routines pendant 3 jours, ont abandonné au 4e, et se sont dit que le problème venait d'elles. Le problème ne venait pas d'elles. Le problème, c'est que ces routines de 2 heures sont construites par des gens dont le travail principal est précisément de produire du contenu sur leur routine de 2 heures. C'est circulaire. Et ça n'a rien à voir avec ta vie réelle, ton emploi du temps réel, et les contraintes réelles de quelqu'un qui doit être opérationnel à 9 heures sans avoir passé la matinée à se préparer à l'être. Alors voilà ce que cette vidéo n'est pas. Ce n'est pas une liste de choses impressionnantes à faire avant l'aube pour ressembler à quelqu'un de sérieux. Ce sont 6 ajustements, certains prennent 30 secondes, aucun ne prend plus de 20 minutes, qui changent réellement la neurochimie de ton cerveau pour les heures qui suivent. Pas pour avoir l'air productif, pour l'être. La différence est importante. Et elle est plus rare qu'on ne le croit. Premier ajustement. Ne pas toucher son téléphone pendant les 30 premières minutes. Je sais, tu l'as déjà entendu, dans probablement 10 vidéos différentes. Et tu n'as pas suivi le conseil. Moi non plus pendant longtemps. Parce que personne ne prend vraiment le temps d'expliquer ce qui se passe neurologiquement, et sans cette explication, le conseil ressemble à de la discipline arbitraire. Alors voilà pourquoi, précisément. Dans les 20 à 30 minutes après le réveil, ton cerveau n'est pas encore pleinement éveillé. Les ondes cérébrales sont encore partiellement dans la gamme des ondes alpha et θ, les mêmes fréquences associées à la créativité, à la pensée non linéaire, aux connexions inattendues. C'est un état que les artistes, les écrivains et les chercheurs cherchent parfois à induire artificiellement parce qu'il favorise exactement le type de réflexion qui produit les meilleures idées. Et toi, tu l'as gratuitement chaque matin. Pendant 20 à 30 minutes, sans effort. Les artistes et les écrivains qui comprennent ça utilisent cette fenêtre pour leur travail le plus créatif. Les autres la gâchent en vérifiant si quelqu'un a liké leurs photos ou en lisant des nouvelles anxiogènes avant même d'avoir bu leur premier verre d'eau. Mais voilà ce que le conseil habituel ne dit pas. Le problème n'est pas juste de gâcher cette fenêtre créative. Le problème est ce qui se passe ensuite. Dès que tu saisis ton téléphone, l'amygdale, la région du cerveau qui traite les menaces et les stimulations émotionnelles, s'active. Les ondes bêta hautes prennent le dessus. Et ton cerveau bascule en mode réactif, en mode surveillance, en mode réponse aux stimuli externes. Ce mode peut durer des heures, et tu ne peux pas le désactiver juste parce que tu as décidé de te concentrer. L'état neurochimique est déjà là. Il faut du temps et de l'effort pour en sortir. Et beaucoup de gens ne sortent jamais vraiment de cet état de la journée parce qu'ils recommencent à consulter leur téléphone toutes les 20 minutes. La règle est simple mais précise. Téléphone dans une autre pièce, pas retourner sur le bureau, dans une autre pièce. La différence entre les deux est plus grande que tu ne le penses. Un téléphone retourné, mais présent sur ton bureau, continue d'activer une légère vigilance dans ton cerveau, même éteint. L'absence physique de l'objet est différente de sa présence invisible. 30 minutes, tous les matins, sans exception. Deuxième ajustement, un grand verre d'eau avant le café. Celui-là est le plus simple des 6, et probablement celui qui a l'effet le plus immédiat
et le plus mesurable sur les premières heures de la journée. Pendant le sommeil, ton corps perd entre 300 et 500 millilitres d'eau uniquement par la respiration et la transpiration naturelle nocturne. Tu te réveilles dans un état de déshydratation légère, et cette déshydratation a des effets cognitifs documentés. Une étude de l'Université de East London, publiée en 2012, a montré que même une déshydratation légère de 1 à 2% du poids corporel réduit la concentration de 7%, ralentit la vitesse de traitement de l'information de 15% et détériore la mémoire de travail de 12%. 15% de vitesse de traitement, pour ne pas avoir bu un verre d'eau. Maintenant, le café, et voilà le détail que peu de gens connaissent et qui change complètement le timing optimal. Dans les 60 premières minutes après le réveil, ton corps produit naturellement un pic de cortisol, l'hormone de l'éveil et de la vigilance. Ce pic s'appelle le Cortisol Awakening Response, et c'est un mécanisme biologique conçu précisément pour te faire passer de l'état de sommeil à l'état d'éveil. Ton cerveau se réveille tout seul. Si tu prends du café pendant ce pic naturel, la caféine arrive dans un système déjà en pleine activation. Elle ajoute peu à l'état que ton corps est en train de créer naturellement. Et surtout, elle accélère la tolérance. Ton cerveau s'habitue plus vite à la caféine quand elle est prise en même temps que le cortisol naturel, ce qui t'en demande plus pour le même effet au fil des semaines. Le moment optimal pour le café est entre 90 minutes et 2 heures après le réveil. Quand le pic de cortisol naturel commence à redescendre, c'est là que la caféine produit son effet maximum et durable. Elle prend le relais de ton cortisol naturel plutôt que de se superposer inutilement à lui. Contre-intuitif, mais neurochimiquement logique. Et une fois que tu le sais, difficile de faire autrement. Troisième ajustement, 10 minutes de mouvement, pas 1 heure de gym. Pas un entraînement qui demande de la motivation, 10 minutes. Une marche rapide autour du pâté de maison, des étirements dynamiques dans ton salon, des squats en regardant par la fenêtre. N'importe quoi qui fait monter légèrement ta fréquence cardiaque pendant 10 minutes. L'effet de ces 10 minutes sur le cerveau est disproportionné par rapport à l'effort fourni. L'exercice physique, même modéré, déclenche la libération de plusieurs molécules qui modifient directement la qualité de ta cognition dans les heures suivantes. La dopamine qui augmente la motivation et la concentration. La sérotonine qui régule l'humeur et réduit l'anxiété de fond. Et surtout, le BDNF, le Brain Derived Neurotrophic Factor, une protéine que les neuroscientifiques appellent parfois l'engrais du cerveau. Le BDNF favorise la plasticité neuronale, la capacité du cerveau à former de nouvelles connexions, à apprendre, à traiter des informations complexes. Des chercheurs de l'Université de Californie à Davis ont montré que 10 minutes d'exercice modéré élèvent les niveaux de BDNF pendant 2 à 3 heures. Pendant ces 2 à 3 heures, ton cerveau est dans un état biochimique favorable à la concentration profonde et à la résolution de problèmes. 10 minutes de mouvement, 2 à 3 heures d'effets cognitifs mesurables. C'est probablement le meilleur ratio effort-résultat disponible en matière de productivité cognitive. Et voilà quelque chose que je n'avais pas anticipé quand j'ai commencé cette habitude. Le mouvement physique brise l'inertie mentale du matin. Ton corps était immobile depuis 7 ou 8 heures. Le mettre en mouvement envoie un signal global à ton système nerveux. On est en mode action, pas en mode repos. Et ce signal facilite le passage au travail d'une façon que je n'aurais pas cru possible avant de le vivre. L'inertie appelle l'inertie. Le mouvement appelle le mouvement. Et tu choisis lequel tu actives en premier. Quatrième ajustement. Écrire 3 intentions, pas une liste de tâches. Voilà celui qui ressemble le plus à un conseil de développement personnel flou, et qui est en réalité l'un des plus fondés neurobiologiquement. La distinction entre une intention et une tâche n'est pas sémantique.
Elle reflète deux états cognitifs profondément différents. Une tâche, c'est répondre aux emails, finir le rapport, appeler ce client. La tâche vient de l'extérieur. Elle est imposée, réactive, défensive. Elle dit à ton cerveau ce que le monde attend de toi. Une intention, c'est autre chose. Avancer de façon significative sur le projet qui me tient le plus à cœur en ce moment. Avoir une conversation honnête avec quelqu'un dans mon équipe sur ce qui nous bloque. Produire quelque chose aujourd'hui dont je serai fier demain matin. L'intention vient de l'intérieur. Elle est choisie, proactive, offensive. Elle dit à ton cerveau ce que tu attends de toi-même. Quand tu écris tes 3 intentions avant d'ouvrir quoi que ce soit, ton cortex préfrontal médian, la région liée à l'identité, aux objectifs personnels et à la prise de décision à long terme, entre dans ce que des chercheurs en neurosciences cognitives de l'Université de Toronto ont appelé un état de priming intentionnel. Dans cet état, ton cerveau commence à filtrer les informations de la journée à travers le prisme de ce qui compte pour toi, plutôt qu'à travers le prisme de ce que les autres te demandent. Tu remarques différemment, tu priorises différemment, tu dis non plus facilement à ce qui ne sert pas tes intentions. Pas par discipline, parce que ton cerveau a été orienté vers un cap précis. 3 intentions, pas 10. La recherche sur la fixation d'objectifs est unanime sur ce point. L'efficacité d'une intention décroît exponentiellement avec le nombre d'intentions simultanées. 3 priorités créent un focus. 10 priorités créent l'anxiété de ne jamais tout faire et finissent souvent par ne rien faire du tout. 3. Écrite à la main si possible. L'écriture manuscrite active des circuits de codage mémoriel plus larges que la frappe au clavier. Ton cerveau prend les intentions plus au sérieux quand la main les trace. 5e ajustement. 10 à 30 minutes d'exposition à la lumière naturelle. Celui-là est le plus facilement négligé parce qu'il semble trop simple pour avoir un impact réel. Sortir. Regarder la lumière du matin. Comment est-ce que ça peut changer quoi que ce soit? Voilà ce qui se passe biologiquement. Ton horloge interne, le rythme circadien, est synchronisé par plusieurs signaux, mais le plus puissant est la lumière. Spécifiquement la lumière à spectre bleu naturel, celle que le soleil produit particulièrement le matin. Quand cette lumière atteint la rétine, elle déclenche une cascade de signaux vers le noyau suprachiasmatique, l'horloge centrale du cerveau, qui régule la sécrétion hormonale, le niveau d'énergie, la vigilance et l'humeur pour les 16 heures suivantes. Sans ce signal lumineux matinal, cette cascade est sous-optimale. Ton horloge biologique reste légèrement décalée, et les conséquences se propagent sur toute la journée. Énergie moins stable, pic d'énergie décalé ou absent, humeur moins régulée, sommeil de la nuit suivante perturbé. Andrew Huberman, neuroscientifique à l'université de Stanford, qui a consacré des années de recherche à la chronobiologie et aux effets de la lumière sur le cerveau, le formule ainsi. L'exposition à la lumière naturelle dans la première heure après le réveil est probablement l'intervention la plus puissante et la moins coûteuse disponible pour améliorer simultanément la qualité du sommeil, le niveau d'énergie diurne et la stabilité émotionnelle. Pas besoin de grand-chose. Aller chercher son café dehors plutôt qu'à l'intérieur. Marcher jusqu'à l'arrêt de bus plutôt que de prendre la voiture pour les premiers 200 mètres. S'asseoir 10 minutes près d'une fenêtre ouverte. Le signal lumineux passe par les yeux et fait le reste automatiquement. Et si tu vis dans une région peu ensoleillée ou si tu dois partir travailler avant que le soleil se lève, une lampe de luminothérapie à 10 000 lux, utilisée pendant 20 minutes au lever, produit des effets comparables. Ce n'est pas idéal, mais c'est significativement mieux que l'absence totale de signal lumineux structurant. 6e ajustement. Commencez par ta priorité principale avant d'ouvrir les emails. Voilà la règle la plus simple des 6, et probablement la plus violée de toute la productivité matinale. Voici pourquoi. Presque tout le monde commence sa journée par les emails, les messages, les notifications.
Parce que ça ressemble à être productif. Ça donne l'impression de traiter des choses, d'être à jour, d'être réactif. Et la réactivité est socialement valorisée dans la plupart des environnements professionnels. Mais voilà ce que cette habitude produit neurologiquement. Dès que tu ouvres ta boîte mail, tu entres en mode réactif. Tu traites ce que les autres te demandent dans l'ordre où ils te l'ont demandé, selon leurs priorités. Et une fois dans cet état réactif, passer en mode proactif, décider ce que toi tu veux construire aujourd'hui, demande un effort mental de transition que beaucoup de gens ne font jamais vraiment dans la journée. Ils commencent réactifs, ils finissent réactifs, et en fin de journée, ils ont répondu à tout le monde, sauf à leurs propres ambitions. La logique alternative est simple. Ton énergie cognitive est à son pic le matin. Ce pic est limité dans le temps. Il dure quelques heures, pas toute la journée. Les emails, eux, peuvent attendre 2 heures. Ton énergie de pointe, non. Un bloc de 90 minutes sur ta priorité principale, la chose qui compte le plus pour toi en ce moment, la chose qui, si tu ne la fais pas aujourd'hui, ne sera faite par personne, avant tout contact avec le monde extérieur. Pas d'email, pas de messagerie, pas de notification, juste toi et le travail qui compte le plus. Ce que tu produis dans ces 90 minutes en état de pic cognitif dépassera souvent ce que tu aurais produit en 4 heures de travail fragmenté l'après-midi. Et voilà quelque chose que personne ne dit sur cette habitude. Au bout de quelques semaines, elle change ta relation à ta journée de façon profonde. Tu n'es plus quelqu'un qui répond au monde, tu es quelqu'un qui construit quelque chose et qui répond au monde ensuite. Cette distinction, aussi subtile qu'elle semble, modifie l'état d'esprit dans lequel tu vis tes journées entières. Alors voilà les 6 ajustements. Pas de réveil à 4h30, pas de smoothie vert, pas de routine impressionnante à filmer pour Instagram. 30 minutes sans téléphone pour protéger l'état créatif post-réveil. Un verre d'eau avant le café et le café 2 heures après le lever pour l'effet maximum. 10 minutes de mouvement pour le BDNF et la dopamine matinale. 3 intentions écrites pour orienter ton cortex préfrontal vers ce qui compte vraiment. 10 à 30 minutes de lumière naturelle pour synchroniser ton horloge biologique. Et 90 minutes sur ta priorité avant d'ouvrir quoi que ce soit d'extérieur. 6 ajustements. La plupart se font en quelques minutes. Aucun ne demande une transformation de personnalité ou une discipline hors du commun. Ce qu'ils demandent, c'est de comprendre que les 2 premières heures de ta journée ne sont pas juste les 2 premières heures. Elles sont le programme de tout le reste. Elles déterminent l'état neurochimique, émotionnel et cognitif dans lequel tu vas passer tes 8 heures suivantes. Tu peux subir cet état, laisser les notifications, le stress et la réactivité te l'imposer comme ils le font depuis des années. Ou tu peux le choisir. Ces 6 ajustements ne sont pas des habitudes de gens extraordinaires. Ce sont des habitudes de gens qui ont compris comment leur cerveau fonctionne et qui ont décidé de travailler avec lui plutôt que contre lui. Commence par un seul demain matin. Le plus facile pour toi, pas le plus impressionnant. Juste un. Et dans une semaine, reviens me dire ce que tu as observé. À très vite.